Peut-on espérer à une désescalade des tensions entre la République démocratique du Congo et les Rwandais, mesdames et messieurs, à l'issue d'un conseil de sécurité où les débats étaient aussi houlés et surtout tendus entre la RDC et les Rwandais, les Burundis qui s'invitent aussi à la table. En tout cas, chaque parti a présenté ses moyens de défense, surtout les Rwandais, toujours accusés de soutenir, d'apporter un soutien aussi considérable à l'AFC M23. Et les résultats sur terrain, mesdames et messieurs, c'est la chute d'Ouvira, la progression des éléments de la FCM 23. On en parle, mesdames et messieurs, dans ces décryptages sur WAB Info dès ce samedi 13 décembre 2025. La France, les États-Unis, les Burundi, les Rwandais, la République démocratique du Congo et plusieurs pays ont pris la parole pour justement donner leur point de vue par rapport à tout ce qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo. On va donc en parler, mais bien avant, il faut aussi retenir que sur terrain, mesdames et messieurs, les forces armées de la République démocratique du Congo, là c'est dans les sites Kivu, et les forces burundaises qui étaient dans les moyens plateaux, voilà, des Bijombo et Bibokoboko ont décroché et ont rejoint la ville de Baraka. Donc là, c'est dans les territoires des Fizi, parce qu'il y avait quelques éléments burundais, quelques éléments des FARDC qui étaient encore dans les moyens plateaux, comme je viens de le dire, les moyens plateaux de Bijombo et Bikobokobo. Alors, ils ont décroché et présentement, on peut les localiser au niveau des, donc au niveau de la ville de Baraka, siège provisoire des institutions provinciales, et c'est là où quelques éléments FARDC et les forces, les Wazalendo aussi, se sont repliés. Et déjà, hier, mesdames et messieurs, il y a eu des accrochages encore entre les deux forces, les FARDC et les... donc je parle ici des FARDC et des Wazalendo qui se sont affrontés. Les Wazalendo voulaient désarmer les FARDC qui provenaient directement d'Ouvira. Alors, quelle est la cause? Quelle est la raison plutôt? On ne sait pas toujours, mais ils voulaient à tout prix les désarmer. Pourquoi désarmer les FARDC? Qu'est-ce que les Wazalendo sont en train de reprocher aux éléments FARDC? En tout cas, ça a créé même une psychose, mesdames et messieurs, dans la ville de Baraka. Des coups de feu ont été entendus dans l'avant-midi, même en début d'après-midi, eh bien, jusqu'à ce que le calme revienne, donc le soir. Espérons que ça va continuer ainsi. Mais sinon, à Ouvira, c'était aussi la même scène. Parce qu'à Ouvira, il y avait à plusieurs reprises des accrochages entre FARDC et les éléments Wazalendo. Et parmi les motivations pour l'AFCM 23, ils disent que les climats sécuritaires à Ouvira n'étaient plus favorables pour la population. Voilà pourquoi ils ont voulu justement venir là-bas pour remettre de l'ordre. Voilà pourquoi ils sont en train de dire nous venons de libérer les peuples. Donc là, le comportement des FARDC de Wazalendo à Baraka donnerait encore un autre alibi à l'AFCM 23 pour dire les gens de Baraka sont aussi en insécurité. Voilà, il faut donc les protéger. Donc à un certain moment, nous donnons, ou disons les FARDC et les Wazalendo sont en train de donner à l'AFCM 23, je dirais, des raisons pour intervenir. Bien qu'ils peuvent ou ne pas avoir, donc ça peut être ça les motifs ou pas, mais quand vous manifestez ce genre d'acte, ils peuvent en profiter. Donc, comportez-vous comme, surtout les FARDC, une force, voilà, les forces régaliennes, les forces loyalistes, et les Wazalendo comme des patriotes. Comme des patriotes. Oui, il y a des actes posés par les militaires FARDC qu'on ne peut pas tolérer, mais mettez bien avant l'intérêt de cette population, qui, une fois de plus, commence à subir petit à petit les
les conséquences de ces désordres que vous amenez là-bas. Donc, les histoires d'Ouvira, il faut laisser ça. Et à Baraka, comportez-vous comme une armée responsable. Voilà. C'est un peu ça, mesdames et messieurs. Nous, on parle déjà de cette actualité ici. Hier, vendredi 12 décembre, comme vous le savez, c'était né, voilà, la première réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies depuis l'entérinement des accords de Washington, l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, un accord aussi économique. C'est aussi la première réunion du Conseil de sécurité depuis la chute d'Ouvira dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors, à New York, hier, les avancées diplomatiques sont mises à l'épreuve, bien sûr, par la réalité du terrain. Oui, on discute, on signe des accords, mais on constate qu'au sur terrain, il n'y a pas aussi assez d'efforts. Pas même assez, mais des moindres efforts pour assurer, pour favoriser aussi un respect, ou disons, oui, un respect effectif, bien sûr, de tout ce qui est pris comme engagement à Washington ou même à Doha. Donc, ce qui est fait sur le plan diplomatique est totalement différent de ce qui est constaté sur terrain. Alors, les États-Unis et la France ont accusé directement le Rwanda de soutenir militairement les M23 et alertent sur un risque d'embrasement régional et une grave crise humanitaire. Oui, la France qui accroche trop sur la crise humanitaire qui sévit déjà en République démocratique du Congo. Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre d'État aux Affaires étrangères en République démocratique du Congo, présente à ces conseils, à cette réunion voilà, du Conseil de sécurité, a déclaré ceci: il est inacceptable qu'on accorde, donc inacceptable plutôt qu'un accord solennel soit réquisé dès le lendemain par ceux qui s'y étaient engagés. Elle a précisé: la diplomatie n'est pas pour nous un choix par défaut, elle est l'expression de notre responsabilité d'État et de notre respect du droit international. Donc pour Thérèse Kayikwamba, le fait pour la RDC de se focaliser sur la voie diplomatique, ce n'est pas un acte de faiblesse. Je voulais suivre, mesdames et messieurs, l'extrait ou l'intervention de la ministre congolaise des Affaires étrangères hier, lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU à New York. À présent, en ma qualité de président, à la représentante de la RDC. Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, je vous remercie de me donner la parole pour l'examen du rapport du secrétaire général ainsi que pour l'examen du renouvellement du mandat de la MONUSCO. Je salue la qualité du rapport et je rends hommage au département des opérations de paix, aux acteurs humanitaires et à l'ensemble du personnel onusien qui, jour après jour, œuvrent à la protection des civils dans des conditions d'une extrême gravité, nous rappelant que la raison d'être de cette organisation est de défendre la dignité humaine, même lorsque les circonstances sont les plus adverses. Je salue également la présence ici et les contributions importantes du secrétaire général adjoint M. Lacroix, de la Sierra Leone en sa capacité de président du comité 1533, du président international de Médecins sans frontières et du représentant permanent du Burundi. Monsieur le Président, le 4 décembre dernier, à Washington, les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame ont signé un accord de paix facilité par les États-Unis d'Amérique sous le leadership du président Donald Trump. Cet accord, soutenu par les garants régionaux et internationaux, portait et porte l'espoir d'un tournant historique. Pourtant, moins de 24 heures après cette signature, les faits en contredisent les engagements pris. Bombardements, drones explosifs, avancées coordonnées autour d'Ouvira et dans la plaine de la Ruzizi. Il n'est pas acceptable qu'un accord solennel soit ainsi recusé dès le lendemain par ceux qui s'y étaient engagés.
Ces actes remettent en cause la dynamique née à Washington et confirment ce que le rapport du secrétaire général souligne. Le cessez-le-feu exigé par la résolution 2773 n'est pas appliqué. Les attaques contre les civils persistent. L'accès humanitaire est entravé et la situation continue de se détériorer malgré les efforts diplomatiques. Excellence, la République démocratique du Congo a volontairement choisi la voie de la diplomatie. Ce choix n'est ni une concession ni un signe de fragilité. Il reflète notre sens des responsabilités et notre foi en des mécanismes multilatéraux qui, s'ils sont pleinement assumés, peuvent encore ramener la paix. Nous avons fait ce choix parce que nous croyons en l'engagement des États-Unis, facilitateur principal du processus de Washington, en la constance de l'État du Qatar, garant du processus de Doha, et en la valeur normative du processus de Luanda, dont les principes continuent de guider l'action de l'Union africaine, désormais conduite par la République togolaise. La RDC a agi de bonne foi, la RDC continue d'agir avec bonne foi. La diplomatie n'est pas pour nous un choix par défaut, elle est l'expression de notre responsabilité d'État et de notre respect du droit international. Monsieur le Président, Excellences, depuis le 4 décembre au soir, les positions autour de Gatagota, Ruvunge, Kaziba, Urarambo, Luvungi et le long de l'axe Kamanyola-Ouvira ont été visées par des bombardements provenant des positions RDF M23. Des drones kamikazes ont frappé des zones civiles. Plus de 500 000 personnes ont été renouvellement déplacées. Le Sud Kivu, déjà en fragilité, atteint un seuil de rupture. Ces faits sont documentés par les mécanismes humanitaires et confirmés par OCHA. Ils créent également un risque majeur de régionalisation. Des tirs ont déjà touché le Burundi. Uvira n'est distante que de 30 km de Bujumbura. Aucun pays voisin ne peut être exposé à de telles attaques sans risque d'escalade. La stabilité régionale ne peut reposer sur la normalisation de violations aussi graves. Monsieur le Président, moins d'une semaine après la signature des accords de Washington, certains acteurs ont choisi de s'écarter des engagements librement acceptés. Le recours à des narratifs inversés et à une désinformation systématique pour attribuer à la République démocratique du Congo la responsabilité des attaques commises par la coalition RDF M23 est une stratégie désormais bien documentée par des mécanismes internationaux. Nous ne pouvons accepter que la manipulation devienne un instrument de politique régionale. Les faits sont têtus, les résolutions de ce Conseil le sont davantage. La vérité n'est pas négociable et le droit international ne peut être dévoyé pour légitimer l'agression. Les violations constatées contreviennent à la résolution 2773, à l'accord du 27 juin signé à Washington, à l'accord signé à Washington le 4 décembre, à la déclaration de principe et l'accord cadre de Doha et aux conditions même de la mise en œuvre du cadre d'intégration économique régionale aussi signé à Washington. Aujourd'hui, c'est la crédibilité de tous ces processus et de leurs garants qui est en jeu. Mr. President, Excellencies, members of... Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, nous arrivons à un moment de vérité. Soit l'ordre international accepte qu'il est ouvertement mis à l'épreuve par le Rwanda, ou le Conseil assume ses responsabilités. L'impunité dure depuis bien trop longtemps. Le peuple congolais ne peut subir le coup des engagements qui sont violés et des résolutions qui ne sont pas appliquées. Les faits sont clairs. Le cessez-le-feu exigé par la résolution 2773 n'a pas été respecté. Les forces étrangères, c'est-à-dire les forces de défense rwandaises, demeurent sur le sol congolais et les civils continuent à être ciblés. L'accès humanitaire est entravé, la désinformation est utilisée délibérément afin de faire porter la responsabilité à d'autres et de protéger les criminels. La crédibilité de tous les processus, Washington, Doha et la facilitation africaine ne dépendent que d'un principe, la redevabilité. Sans conséquence, les accords n'ont aucun effet. Sans conséquence, l'engrenage de la violence se poursuivra. La résolution 2773 est pourtant très claire, mais ce qu'il manque, c'est une application de cette résolution, sans quoi elle ne saurait dissuader la violence, mais ne fait
qu'inviter à la violence. Lorsque les violations ne sont pas punies, l'impunité devient la politique. La responsabilité de ce Conseil n'est pas de redire ses décisions, mais de les faire appliquer. La résolution 2773, le constat est implacable. Une nouvelle ville est tombée, une administration parallèle s'est consolidée, des milliers de familles supplémentaires ont fui, d'autres ont été tuées, violées, terrorisées. Et même la MONUSCO, casque bleu, personnel civil, leadership, a été pris pour cible. Pendant ces 9 mois, ce Conseil n'a pris aucune mesure concrète pour faire respecter sa propre résolution et pour défendre sa propre mission. Des appels, des avertissements, mais aucun acte. Ce vide d'action a permis au Rwanda de poursuivre et d'étendre ses opérations dans un environnement où les violations ne rencontrent aucune conséquence. Le moment est venu pour ce Conseil d'affronter une question essentielle. Comment, en 3 décennies de crise, l'absence de mesures coercitives a-t-elle contribué à la persistance de ces violations? Monsieur le Président, la résolution 2773 demeure la boussole de l'engagement onusien. Elle doit être appliquée dans toute sa portée, sans ambiguïté ni exception. La RDC appelle à un mandat robuste, cohérent et adapté aux réalités du terrain, et protecteur de l'autorité de ce même Conseil. Le mandat renouvelé doit garantir la protection des civils, réaffirmer le retrait des forces étrangères, soutenir les opérations humanitaires, inclure explicitement la protection des casques bleus, du personnel civil et du leadership de la MONUSCO, condamner toute attaque contre eux et empêcher tout contournement des décisions du Conseil. Car en effet, l'obstruction du mandat des Nations Unies par le Rwanda et le M23 ne peut jamais justifier son affaiblissement. Ce Conseil ne peut céder face à ceux qui le défient et qui défient son autorité. Monsieur le Président, la RDC est un pays africain. Elle fait aussi pleinement partie de la communauté internationale. Nous respectons les solutions africaines aux problèmes africains. Mais cela ne peut devenir un relativisme juridique permettant de contourner les normes universelles. Il n'existe pas de version régionale des droits de l'homme ou de la souveraineté. Toute solution durable doit s'appuyer sur les principes universels de la Charte des Nations Unies. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, le peuple congolais a choisi la paix. Il l'a demandée, il l'a négociée, il l'a signée. Il ne doit pas payer le prix de la mauvaise foi de ceux qui tournent le dos à leurs engagements. La paix ne peut reposer sur des promesses non tenues. Le peuple congolais a droit à la sécurité, à la justice et au respect du droit international. Ce Conseil doit agir pour que ces droits ne restent pas théoriques, mais deviennent enfin une réalité. C'est pourquoi la République démocratique du Congo appelle ce Conseil à mettre en œuvre intégralement la résolution 2773. Imposer des sanctions ciblées contre les responsables militaires et politiques de l'agression, instaurer un embargo total sur les minerais exportés comme rwandais, révoquer le statut de contributeur de troupes du Rwanda aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies et établir un régime de notification systématique pour tout transfert d'armes vers le Rwanda. Les garants de Washington, de Doha et de la facilitation africaine doivent également assumer leurs responsabilités. Ces accords ne survivront qu'à la condition d'une fermeté collective et cohérente. Il appartient désormais à la communauté internationale de faire respecter les engagements pris et de permettre enfin l'avènement d'une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo et dans toute la région des Grands Lacs. Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre Thérèse Kayikwamba, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, qui donne la situation. Voilà tout ce qui se passe sur terrain. Et pourtant, la RDC et le Rwanda venaient justement de signer un accord de paix entériné par les présidents des deux pays. Alors là, le débat s'invite au Conseil de sécurité de l'ONU. Bien que nous savons tous, les parrains
de ces accords de Washington, ce sont les États-Unis d'Amérique. Oui, il y avait des témoins, mais l'ONU n'avait pas été aussi associé directement ou indirectement. On n'a pas vu l'ONU aussi être associé, mais c'est là où les débats s'invitent. Le Rwanda a aussi réagi pour se défendre. Voilà, pour montrer aussi sa version, disant qu'il subit aussi les attaques venant du Burundi, parce que le Burundi est aussi cité. Vous allez suivre sous paix l'intervention des représentants du Burundi, mais celui du Rwanda, mesdames et messieurs, défend son pays parce que les accusations viennent de partout. Suivez, mesdames et messieurs, et on se retrouve après cette intervention. Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Tout d'abord, je me félicite de la manière dont vous dirigez les travaux du Conseil ce mois-ci. Je salue les membres du Conseil qui arrivent à la fin de leur mandat. Votre service, votre contribution aux travaux du Conseil est inestimable. Je remercie le secrétaire général adjoint, M. Lacroix, le docteur Mohamed Abdelmoneim, des informations présentées. Je prends note du rapport du secrétaire général. Je prends acte des déclarations que nous avons entendues. Nous allons examiner prochainement le mandat de la MONUSCO. Nous comptons sur un mandat qui fait fond sur les accords de Washington et l'accord cadre de Doha et qui les renforce. Le secrétaire général, dans son rapport, les ayant identifiés comme les voies centrales pour une paix durable. Le mandat doit donc donner la priorité à l'impartialité stricte et à la neutralité politique, à l'appui à la mise en œuvre du cessez-le-feu et au dialogue politique, à un respect d'une politique de vigilance vis-à-vis des droits humains, à des mécanismes de suspension et de rapport, le cas échéant, et à doit appeler à une retenue pour les offensives concernant les partis qui participent formellement au processus politique. Ils doivent mettre l'accent sur la stabilité, la redevabilité et les solutions politiques en tenant compte des ressources. Ces priorités correspondent aux réalités présentées dans le rapport. L'efficacité de la MONUSCO dépendra de sa capacité à s'aligner vis-à-vis des efforts politiques. Les accords de Washington et de Doha se complètent, ils se renforcent. Si la mission les appuie de manière cohérente et impartiale, elle pourra dégager un espace pour la mise en œuvre. Le Rwanda réitère son plein attachement à la mise en œuvre de l'accord pour les obligations qu'il concerne. La réussite de l'accord dépendra de la volonté politique des deux parties. Monsieur le Président, la situation récente dans le Sud Kivu a fait l'objet d'une discussion approfondie. J'aimerais y revenir un instant. J'aimerais revenir sur certaines questions qui pourraient susciter des questions. On va me demander pourquoi je vais en parler, mais je vais y revenir. En 1994, dans cette salle, l'ambassadeur Kovac de la République tchèque, l'ambassadeur Keating de Nouvelle-Zélande, l'ambassadeur Gambari du Nigeria ont affirmé que les Rwandais étaient en train d'exterminer. Un groupe ethnique allait être exterminé. Ils n'avaient jamais été au Rwanda, mais ils ont exécuté leurs responsabilités, se sont opposés au silence et au déni que l'on avait observé dans cette salle pour qualifier le génocide pour ce qu'il était au Rwanda. Je suis donc ici, j'ai survécu parce que il y avait ces diplomates courageux qui se sont acquittés de leurs responsabilités. La situation dans le Sud Kivu et la situation générale en lien avec les accords de Washington, c'est qu'on a affaire à des situations tout à fait diverses. On a le cessez-le-feu qui a été enfreint à maintes reprises par le gouvernement de la RDC, qui, en plus, a annoncé qu'il ne cessera pas ses attaques. Les attaques aériennes sont également des attaques, des offensives. Et
Alors qu'avancent les efforts diplomatiques, la situation sur le terrain dans le Sud Kivu continue à se détériorer d'une manière que le Conseil ne peut moralement ou légalement ignorer. Depuis 2017, les Banyamulenge, une communauté qui parle Kinyarwanda Tutsi en RDC, a connu des persécutions systématiques et des escalades. Et j'aimerais souhaiter revenir sur ça, ce qui nous a amené à cette situation. J'aimerais revenir sur certains incidents qui s'inscrivent dans cette campagne durable et systématique de persécution des Banyamulenge qui parlent Kanyarwanda et qui sont Tutsis, groupe ethnique. Depuis 2017, plus de 85% des villages de cette ethnie ont été détruits dans le sud Kivu. 700 000 têtes de bétail, or c'est l'épine dorsale économique pour ces communautés, ont été tués. Le 25 août 2025, les milices Wazalendo et les FARDC ont émis un ultimatum de 10 jours en exigeant que les Banyamulenge quittent Uvira, sinon ils seraient tués, en leur interdisant d'accéder au marché, aux points d'eau et à d'autres moyens de survie essentiels. Le 4 septembre 2025, une décision a été prise pour refuser aux civils Banyamulenge l'accès aux points d'eau publics parce qu'ils étaient qualifiés d'ennemis. Du 5 au 8 septembre 2025, les civils Banyamulenge ont été enlevés et abattus, alors que des foules criaient, appelaient à la fin des Banyamulenge. C'est un indicateur précoce de crimes d'atrocité, discrimination, déshumanisation, déplacement forcé et refus d'accès aux services essentiels. Des dizaines de milliers de soldats burundais ont été déployés dans le sud Kivu sur invitation du gouvernement de la RDC. Et cela s'ajoute à la présence des FDLR, des mercenaires, des Wazalendo et d'autres milices. Ces troupes ont organisé des barrages militaires coordonnés qui ont aggravé la situation déjà décrite. Ces opérations, avec les FARDC et les FDLR, les milices affiliées, ont conduit à imposer un siège aux populations Banyamulenge. Il y a d'autres groupes ethniques. Il y a les Mbamembe, Bafulero, un autre groupe ethnique dont j'oublie le nom à l'instant, qui sont concernés. Et qui sont présents plutôt. Mais cela n'a été imposé qu'aux Banyamulenge. Ces groupes que je venais d'évoquer ont conduit à imposer un siège pendant près d'un an aux communautés dans les hauteurs de Minembwe qui n'ont pas eu accès à la nourriture, aux médicaments, à l'accès humanitaire, situation aggravée par les barrages militaires coordonnés. Du 16 au 18 octobre 2025, la seule route qui menait au marché de Mitamba a été fermée, coupant l'accès aux approvisionnements alimentaires pour les civils. Le 6 décembre 2025, un groupe de 80 à 100 civils Banyamulenge, essentiellement des femmes, qui amenaient de la nourriture à leurs familles qui mouraient de faim, ont été victimes d'une embuscade par une coalition FARDC, burundaise et Mai Mai. Il y a eu des informations indiquant qu'il y a eu des meurtres, des tortures, des violences sexuelles. Ce qui est aussi su, mais que l'on ignore, c'est l'ampleur des frappes aériennes commises par les forces gouvernementales de la RDC et leurs alliés qui continuent à affecter les civils déjà assiégés, à savoir notamment le 29 août 2025 et à d'autres dates, il y a eu des frappes de drones répétées touchant les franges des camps de déplacés Banyamulenge près de Mikenke. Le 27 septembre 2025, un drone CH-4 a bombardé Nzibira dans le sud Kivu. Le 15 novembre 2025, des drones opérés par Kinshasa ont bombardé Mikenke, un village accueillant des Banyamulenge déplacés. Entre mars et décembre, il y a eu 50 frappes aériennes dans cette zone. Et personne n'en parle. Et
on ne pourra pas nous dire que ça n'est pas arrivé. Nous l'avons dit plusieurs fois. Nous l'avons présenté à certains membres du Conseil à titre individuel. Nous avons présenté cette situation dans cette salle. Or, rien n'a été fait. Le gouvernement de la RDC, en tant qu'autorité haute, devrait être responsable de l'action et du comportement sur le terrain des forces du Burundi et de leurs alliés. Le Rwanda n'est pas resté silencieux, comme je viens de le dire. Le Rwanda n'est pas resté silencieux face à cette situation. Notre ministre des Affaires étrangères a abordé directement la question du barrage avec les médiateurs, les États-Unis, le Qatar, les représentants de l'Union européenne et de l'Union africaine. J'ai également fait part de ces préoccupations avec les membres individuels du Conseil de sécurité. J'en ai fait part aux porte-plumes, aux présidences, aux chefs de certains mécanismes dans la région et rien ne s'est fait. Vu ces faits et la situation et le contexte plus général, l'idéologie de la haine en RDC et l'obligation juridique et morale inhérente, permettez-moi de poser une question. Est-ce que le Conseil de sécurité n'a pas été informé de la situation ou est-ce que cette situation ne méritait pas son attention? La situation au Sud Kivu, alors que nous l'examinons, eh bien, il nous faut réfléchir à la situation avant l'escalade récente. En tant qu'ancien enquêteur moi-même, l'on parle souvent de recréer la scène. Nous ne pouvons ici que vous dire les faits. Le Conseil de sécurité pourrait utiliser les moyens à sa disposition pour recréer la scène. C'est comme ça que l'on saura exactement tous les principes que nous avons évoqués, les principes de souveraineté, d'intégrité territoriale. Nous estimons qu'il faut les respecter, ces principes. Mais tous ces principes sont menacés. Les faits sont têtus, oui. Les résolutions sont encore plus têtues. Et dans les résolutions, un fait têtu est que le gouvernement de la RDC, ces 30 dernières années, a appuyé les FDLR. Les FDLR ne menacent pas uniquement l'intégrité territoriale du Rwanda, mais menacent l'existence même du Rwanda et de sa population. L'un de mes oncles avait payé pour être tué par une balle, parce que soit il choisissait d'être tué par balle ou par machette. L'un de mes oncles a payé de l'argent pour être tué par une balle. Tout un chacun peut choisir de ne pas se soucier de la situation actuelle, de la menace à laquelle fait face le Rwanda, ou des personnes au nom desquelles je m'exprime, dont personne ne se soucie et personne ne se soucie de leur situation, ou alors on leur demande d'être participants à leur propre extermination. Est-ce qu'on peut vraiment aller aussi loin? En conclusion, honorables membres du Conseil de sécurité, nous remercions les médiateurs, nous les remercions très sincèrement et nous remercions tout particulièrement les médiateurs des efforts actuellement consentis, je pense notamment aux États-Unis, qui s'efforcent de réagir à la situation la plus récente. Et nous voulons trouver un règlement viable, car nous sommes convaincus que si nous nous engageons tous à mettre en œuvre en toute bonne foi les engagements pris à Washington, et si nous appuyons pleinement le processus de Doha, alors nous aurons peut-être la possibilité de parvenir à un règlement pacifique du conflit, un conflit que nous subissons depuis tant d'années. Le problème n'a que trop duré. Et voilà notre requête, voilà notre appel. Efforçons-nous tous de travailler en faveur d'un règlement pacifique. Je ne répéterai pas ce que nous avons déjà dit pour qu'il y ait des mesures de défense, pour comment est-ce qu'elles pourront être levées. Toutes ces questions sont abordées dans l'accord et nous continuerons de travailler avec les médiateurs. Je vous remercie.
Là, c'est chaque camp qui défend, mesdames et messieurs, sa position. Les Rwandais qui réagissent aux accusations au sein même de ces conseils de sécurité. Eh bien, les Burundi aussi a tenu parce qu'il a été invité pour prendre part à ces conseils. Et les Burundi a chargé aussi les Rwandais, comme la République démocratique du Congo l'a fait avec la ministre Thérèse Kaikwamba. Elle qui s'est déplacée parce que les gens que nous voyons là, ce sont des représentants tout simplement de tous ces pays au niveau de l'ONU. Mais Thérèse Kaikwamba s'est déplacée elle-même pour venir porter la voix de la République démocratique du Congo au sein même de ces conseils de sécurité de l'ONU. Alors, suivez, mesdames et messieurs, les représentants du Burundi aussi qui donnent la position du Burundi et surtout les Burundi qui met en garde contre d'autres cas de récidive. Donc, les attaques sur son territoire, eh bien, il ne pardonnera plus. Suivez, mesdames et messieurs, de vous-même ce qu'a dit son représentant dans ces conseils de sécurité. De sa déclaration et je donne la parole au représentant du Burundi. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais d'abord féliciter la Slovénie pour sa présidence du mois et pour avoir mis ce briefing sur la MONUSCO à l'agenda du Conseil de sécurité. Le Burundi remercie le secrétaire général pour la présentation de son rapport et salue les efforts constants de la MONUSCO qui travaille dans des conditions extrêmement complexes. Nous apprécions également l'occasion qui nous est donnée de partager notre analyse de la situation sécuritaire et voudrions attirer l'attention du Conseil sur l'évolution dramatique de la situation sécuritaire et humanitaire, en particulier la ville d'Uvira et ses environs, et les déplacements massifs des populations avec de milliers de réfugiés se trouvant au Burundi, notamment dans la province Bujumbura, en commune de Cibitoke. Le Burundi souhaite dénoncer la violation répétée et répétitive de la résolution 2773 manifestée par la prise d'Uvira par l'armée rwandaise. Ces opérations ont visé et entraîné des victimes civiles innombrables. Nous sommes particulièrement préoccupés par les attaques transfrontalières, y compris l'usage d'artillerie, de drones et d'autres moyens létaux dont certains ont atteint des localités du territoire burundais. Ces actes violent la souveraineté du Burundi, compromettent la sécurité des populations civiles et fragilisent les efforts collectifs de paix. Nous pensons que le moment exige de la lucidité, du courage politique et un engagement collectif en faveur de la mise en œuvre pleine et entière des résolutions du Conseil de sécurité, en particulier la résolution 2773. Les engagements récemment pris, y compris ceux entérinés dans les accords signés à Washington, doivent être respectés par toutes les parties, sans ambiguïté et sans conditions préalables. Dès lors, nous appelons le Conseil à, premièrement, veiller à ce que les résolutions du Conseil soient appliquées de manière impartiale, car la crédibilité collective de ce Conseil dépend de sa capacité à garantir leur mise en œuvre effective. La pertinence et la crédibilité de la MONUSCO sont en jeu. Deuxièmement, protéger les civils, surtout les femmes et les enfants, qui demeurent les principales victimes d'un conflit qui leur a été imposé. Nous appelons le Conseil, troisièmement, à plaider
pour une assistance humanitaire d'urgence face à la dégradation de la situation humanitaire et au manque criant des moyens aux agences du système des Nations Unies pour répondre aux besoins élémentaires des réfugiés installés à Gatumba et à Cibitoke. Nous appelons également le Conseil à convoquer une réunion d'urgence du Conseil dans laquelle il pourrait prendre des mesures robustes visant à stopper cette escalade dangereuse et pouvant comprendre un embargo sur les armes et un régime de sanctions économiques afin d'empêcher la poursuite de ces opérations militaires meurtrières en violation du droit international et de la Charte des Nations Unies en particulier. Nous appelons également le Conseil à appuyer la RDC et les États voisins dans des efforts coordonnés de lutte contre les groupes armés dans le strict respect des frontières internationales reconnues. Nous appelons enfin le Conseil à renforcer son soutien aux mécanismes régionaux de vérification et de suivi afin de documenter les violations, prévenir l'escalade et reconstruire la confiance. Par ailleurs, le Burundi souhaiterait informer cet auguste Conseil qu'il a pris très au sérieux le message des bombes envoyées à partir du Rwanda le 4 décembre sur le sol burundais, dans la commune de Cibitoke, blessant une femme et un enfant. Nous considérons cet acte comme une provocation grave et une manifestation d'une attitude belliqueuse que nous condamnons fermement. Je tiens à être clair, la retenue a des limites. Si ces attaques irresponsables devaient se poursuivre, il deviendrait extrêmement difficile d'éviter une escalade directe entre nos deux pays. Le Burundi ne pourra pas tolérer des violations répétées de son intégrité territoriale et se réserve le droit de faire usage de la légitime défense conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Le Burundi reste un partenaire fiable pour la paix et la sécurité régionale. S'il a pu défendre les populations civiles avec hauteur dans toutes les missions où il a été déployé, le Burundi ne peut pas croiser ses bras face aux provocations et à la violation de son intégrité territoriale. Il ne peut pas croiser ses bras face aux attaques contre la population, sa population, et nous ne pouvons pas croiser nos bras face aux atteintes portées à la stabilité de nos frontières. Notre message aujourd'hui est donc un message d'appel à la mesure, à la fermeté contre les violations avérées et à une action concertée qui permette à l'est de la RDC et en particulier à des zones comme Uvira d'entrevoir enfin un avenir de paix durable. Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, avec ces accusations aussi du Burundi et surtout cette mise en garde, si une fois les attaques répétées, voilà, le Burundi pourra aussi prendre des mesures qui s'imposent pour se défendre. Donc, jouer à la légitime défense, comme on vient de le dire, son représentant dans ces conseils de sécurité. C'était hier, hein, et ce ne sont pas seulement les trois pays qui se sont exprimés. Pour les États-Unis, mesdames et messieurs, c'est un message aussi fort. Les Américains, décis par la nouvelle dégradation de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, voilà, accusent directement les Rwandais d'être responsables de cette déstabilisation et promettent des mesures fermes
affirma qu'ils utiliseront voilà, tous les outils à leur disposition pour tenir responsables les auteurs de ces actes. Voilà donc Washington qui exige les retraits immédiats des forces rwandaises des territoires congolais et reproche à Kigali d'avoir planifié et exécuté la guerre en donnant bien sûr des instructions militaires et politiques au mouvement AFC M23 tout en lui fournissant un appui logistique massif d'immatériel de la formation entre 5 000 et 7 000 soldats. 5 000 et 7 000 soldats, des missiles solaires et des armes sophistiquées. Donc les États-Unis dénoncent également l'offensive récente contre Uvira, menée conjointement par l'AFC M23 et les forces rwandaises, ainsi qu'un usage accru des drones, touchant même les Burundis. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est plutôt les représentants des États-Unis au Conseil de sécurité. Suivez-les. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie les intervenants, chers collègues. Le président Trump, chers collègues, s'est félicité d'avoir réuni le président Tshisekedi et le président Kagame à Washington le 4 décembre pour la signature des accords de Washington et du cadre d'intégration économique régionale. Il s'agissait là d'un signal clair et d'un effort en faveur de la paix. Toutefois, les processus de paix nécessitent que les parties honorent leurs engagements au titre de ces processus. Les États-Unis sont profondément préoccupés et extrêmement déçus au vu de la reprise des violences dans l'est de la RDC. J'aimerais aujourd'hui vous présenter des informations supplémentaires quant à l'ampleur et la sophistication de la participation du Rwanda à l'évolution de la situation dans l'est de la RDC. Depuis 2021, le Rwanda contrôle son intermédiaire, le M23, et l'aile politique du M23, l'AFC, et a contrôlé le M23 et l'AFC afin d'arriver aux objectifs géopolitiques du Rwanda dans l'est de la RDC. Le président Kigali y a participé intimement, participé à la planification et l'exécution de la guerre dans l'est de la RDC en apportant des instructions militaires et politiques depuis des années. Les forces de défense rwandaises ont reçu une aide matérielle en matière de logistique et de formation, ont fourni une aide au M23 et ont envoyé 5 à 7 000 soldats dans l'est de la RDC. Ces derniers mois, le Rwanda a déployé plusieurs missiles sol-air et des armes sophistiquées dans le nord et le sud Kivu afin d'aider le M23 dans son conflit face à la RDC. Le Rwanda et le M23 ont entamé leur offensive le week-end dernier afin de prendre Uvira avec les forces rwandaises qui étaient situées elles aussi sur le front. Nous avons aussi des informations qui indiquent qu'il y a des drones suicides qui sont utilisés de plus en plus, de même que l'artillerie, aussi bien par le M23 et par les forces rwandaises, avec des frappes, y compris dans le Burundi. Alors, au lieu d'avancer vers la paix, comme nous l'avons vu avec les efforts du président Trump, le Rwanda mène la région vers une instabilité croissante et vers la guerre. Et au vu des engagements pris dans les accords de Washington, nous sommes préoccupés de ce que l'armée rwandaise, de par sa présence continue dans la RDC en appui du M23, intervient. Nous utiliserons tous les outils à notre disposition pour tenir responsables les auteurs de ces actions.
le Rwanda doit reconnaître le droit du gouvernement du RDC à défendre son territoire et son droit souverain à faire en sorte que les forces rwandaises se retirent de ce territoire. Nous échangeons avec toutes les parties pour appeler à la retenue et pour éviter une escalade plus avant, et notamment pour empêcher une rhétorique hostile aux Tutsis. Alors que l'on négocie du mandat de la MONUSCO, les États-Unis veilleront à ce que la mission soit dotée des capacités suffisantes pour apporter une aide aussi bien au processus de Doha que celui de Washington, en gardant à l'esprit que les parties sont responsables de la réussite de la mise en œuvre. Et nous comptons sur le soutien de ce Conseil à l'heure de négocier de ce mandat. La capacité de la MONUSCO à apporter des capacités en appui de ces processus dépend toutefois de sa capacité à circuler, à se réapprovisionner et à appliquer son mandat sans ingérence. Le fait que les forces de la paix de l'ONU soient assiégées par des forces qui sont appuyées par un État membre qui lui-même fournit un contingent aux opérations de paix est une hypocrisie bien triste. Malheureusement, le M23 bloque depuis des mois la MONUSCO et cela a compromis sa capacité à opérer de manière efficace à Goma, comme cela a été évoqué maintes fois aujourd'hui. Et le Rwanda continue à déployer des missiles sol-air et à mener des opérations pour brouiller et leurrer les communications, ce qui a compromis le déploiement des opérations. Comment la MONUSCO peut intervenir, peut réussir dans ces conditions? Nous demandons une fin immédiate à ces obstructions qui sont une violation des obligations du Rwanda et du M23 au titre des accords de Doha et de Washington. Nous appuyons la MONUSCO et ses objectifs et la réalisation de ces accords historiques de manière indéfectible qui présentent un potentiel, celui de mettre fin à des décennies de souffrance dans l'Est de la RDC. Je vous remercie, Monsieur le Président. En tout cas, les taux se resserrent, mesdames et messieurs, sur le Rwanda avec toutes ces déclarations. Plusieurs Congolais trouvent ça comme étant une répétition. C'est vrai, c'est pas la première fois qu'on accuse le Rwanda. C'est pas la première fois qu'on demande au Rwanda de retirer ses troupes de la RDC. Eh bien, mais rien ne fait. C'est une opinion qui pense ainsi. C'est même Rwanda qui n'a jamais accepté qu'il a des troupes en République démocratique du Congo. L'AFC M23 refuse catégoriquement aussi d'être soutenu, dit qu'il n'est pas soutenu voilà, par les Rwandais. Mesdames et messieurs, voilà les contextes dans lesquels d'autres accusations tombent encore sur les pays de Paul Kagame. La RDC insiste sur les sanctions pour que les Rwandais cessent avec ces activités. En tout cas, c'est les contextes dans lesquels tout... donc, ces fronts diplomatiques est en train d'être mené. Bon, pour Kinshasa, c'est un front diplomatique aussi. Et pourtant, je précise ici que vous-même, vous aviez vu comment est-ce que les gens ont festoyé, les gens ont jubilé après l'entérinement de l'accord de Washington, comme si la paix était déjà acquise pour la RDC. Mais voilà ce qui se passe encore. Doha, qu'est-ce qu'on est en train de faire aussi à Doha? Parce qu'à Doha, c'est les discussions directes entre Kinshasa et l'AFC M23. Et tout ce qui se passe au sud Kivu, au nord Kivu, c'est entre l'AFC M23 et Kinshasa. Donc, voilà, mesdames et messieurs, comment les choses évoluent. Alors, de son côté, la France exige les retraits immédiats des forces rwandaises du territoire congolais, même chanson, ainsi que l'arrêt total des offensives de l'AFC M23 dans l'est de la RDC. Rien de nouveau. Devant les conseils de sécurité, la France, voilà, a rappelé que les accords de Washington doivent être respectés sans condition et sans délai. Elle estime que la situation actuelle menace la stabilité de toute la région. Suivez les représentants de la France, mesdames et messieurs, toujours au Conseil de sécurité de l'ONU hier vendredi 12 décembre 2025. Stabilité régionale
et compromet la sécurité des civils. La prise de la ville d'Uvira dans le sud Kivu, frontalière du Burundi, emporte des risques sérieux et imminents d'escalade régionale et menace directement la sécurité de pays frontaliers. Le recours à des drones suicides constitue une escalade préoccupante. Ces combats ont entraîné le déplacement forcé de dizaines de milliers de civils, dégradant encore la situation alors qu'il s'agit déjà dans cette zone de la deuxième crise humanitaire la plus grave du monde. La communauté internationale s'est mobilisée pour venir en aide aux populations touchées par le conflit. Lors de la conférence de Paris le 30 octobre dernier, la France réaffirme l'urgence de protéger les populations civiles. La France exhorte le M23 à mettre un terme à son offensive et les forces rwandaises de défense à se retirer du territoire congolais en application de la résolution 2673 adoptée à l'unanimité par ce Conseil. Le M23 doit respecter ses engagements au titre de la déclaration de principe et de l'accord-cadre de Doha. Deuxièmement, dans ce contexte, la France réaffirme sa confiance aux médiateurs. L'Union africaine, en particulier à travers les présidents de l'Angola et du Togo, les États-Unis et le Qatar, déploient des efforts immenses pour un règlement durable du conflit, qui endeuille les populations des Grands Lacs et qui déstabilise gravement la région depuis des décennies. Plus que jamais, le soutien de l'ensemble des membres de ce Conseil à ces efforts de paix est requis. Nous devons collectivement réaffirmer l'exigence du respect du droit international humanitaire par l'ensemble des parties, ainsi que leurs obligations en matière de protection des civils. La résolution 2773 doit être pleinement appliquée et respectée par l'ensemble des acteurs, à commencer par son appel à un cessez-le-feu inconditionnel, effectif et vérifiable. Le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale congolaise est non négociable. Les actions provocatrices ou les discours de haine mettant en péril la sécurité des civils doivent cesser. Les accords de Washington doivent être respectés. L'accord-cadre de Doha doit être appliqué. Nous appelons à la poursuite des efforts de l'Union africaine. Les récents événements risquent de mettre un terme à un règlement politique durable du conflit. Troisième message. Nous ne devons pas laisser cette situation remettre en cause le mandat de la MONUSCO et les négociations en cours. Comme l'a rappelé le secrétaire général adjoint, la MONUSCO continue de jouer un rôle essentiel en matière de protection des civils et dans la perspective de du règlement du conflit. La France, en tant que porte-plume, a présenté un projet destiné à positionner la MONUSCO dans un rôle d'accompagnement de tous les efforts de paix. Cela comprend la question de la surveillance d'un cessez-le-feu, pour laquelle la MONUSCO dispose d'atouts évidents de stabilité régionale et compromet la sécurité des civils. La prise de la ville d'Uvira dans le sud Kivu, frontalière du Burundi, emporte des risques sérieux et imminents d'escalade régionale et menace directement la sécurité de... Alors, sur terrain, mesdames et messieurs, la tension demeure, voilà, dans la zone, précisément au niveau du site Kivu, Baraka, pour être précis, où des accrochages ont été signalés, comme je le disais. D'autres accrochages ont également été signalés du côté de Mboko. Mboko et ses accrochages ont opposé donc les milices d'autodéfense Wazalendo aux combattants de l'AFC M23 qui, pour les moments, se trouvent toujours au niveau d'Uvira. Voilà, mesdames et messieurs, la situation donc sur terrain. On signale aussi la reprise du trafic Uvira-Bukavu. Voilà, c'est l'information qui vient de tomber. Donc déjà, les gens peuvent aller à Uvira, les gens peuvent quitter Uvira pour aller à Bukavu, ainsi de suite. Et c'est aussi une région très importante, mesdames et messieurs, même pour les aliments, tout ça. Donc, ça peut servir même la ville de Goma, les Nord Kivu, voilà, plusieurs entités. On est donc à la fin de cette production consacrée à la réunion du Conseil de sécurité. Un débat tendu où chaque partie, mesdames et messieurs, donc dans lequel chaque partie a présenté ses moyens de défense,
Le Rwanda surtout qui est accusé par la RDC et le Burundi. Le Rwanda qui est obligé, suivant bien sûr l'intervention des représentants des États-Unis, on demande au Rwanda de retirer ses troupes de la RDC et qu'il y ait cessation des hostilités. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que sur terrain, mesdames et messieurs, tout ce qui a été dit dans ce Conseil de sécurité aura des répercussions? On verra. Mais nous restons tout de même très regardants donc. On est à la fin. Merci à Thomas Zawadi qui nous a réalisé. Faustin Mouiwa qui l'a assisté. Voilà, c'est toute une équipe Web Info très mobilisée, mesdames et messieurs, à chaque production pour mieux vous servir, pour mieux vous accompagner. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, aimez, partagez et surtout n'hésitez pas à commenter les sujets qui viennent d'être aussi abordés dans ces décryptages sur votre chaîne de prédilection. Je répète, il y a un numéro qui s'affiche au bas de l'écran. À vous d'envoyer justement à ces numéros des petites séquences de 30 secondes maximum dans lesquelles vous serez en train de souhaiter le vœu les meilleurs aux gens qui vous sont proches, à vos amis, vos connaissances. Fin d'année, nous sommes vers la fin de l'année et Web Info vous donne cette opportunité. Ces séquences, ces vidéos que vous allez envoyer sur ces numéros seront diffusées dans nos différentes productions. Donc on va diffuser vos vœux parce que Web Info est suivi partout. Partout sur cette planète Terre. Je crois même dans d'autres planètes, vous pouvez suivre Web. Là où les gens ont accès, donc Web aussi peut arriver là-bas. Donc envoyez juste des petites séquences, souhaitez les vœux les meilleurs aux gens qui vous sont proches. Et nous, on va juste prendre ça et diffuser. Le numéro est là. Donc, n'hésitez pas, mesdames et messieurs, de le faire. Merci à vous tous, merci à vous toutes. Prenez toujours bien soin de vous.